d'expérimentation autour de ce projet de Technocampus dans les années qui viennent. Et puis, au final, une équipe, et je termine par ça parce que c'est essentiel, rien ne se ferait sans eux, une équipe qui a quasiment doublé de taille, est passée à une petite vingtaine de personnes, suite à la fois à l'intégration de la cité et au développement du programme PIA, et qui aujourd'hui constitue un peu le noyau dur avec l'écosystème élargi de WeNetwork et ses adhérents, d'expertise que nous proposons et que nous développons voilà, au service du développement des industriels et de leur transformation digitale. Donc voilà ce que je peux dire rapidement en termes pour brosser le portrait de 2019. Et je vous propose de rentrer maintenant dans les principaux éléments clés de cette année. Le premier élément clé, finalement, c'est qu'on a vu notre population d'adhérents grandir cette année d'environ 15%, ce qui n'est pas neutre dans la période actuelle. On a enfin franchi la barre des 200 adhérents chez WeNetwork. Ce qui est intéressant de souligner à nouveau, c'est cette grande prédominance des adhérents industriels de WeNetwork, qui représente plus de 75% de nos 200 adhérents. Grosso modo, un tiers dans la filière électronique et 2 tiers dans les usages. Ça, c'est quelque chose qui est à souligner. WeNetwork, c'est aussi une entreprise de service pour les acteurs qui intègrent l'électronique dans leurs produits ou dans leurs procédés de production, pas uniquement les acteurs de la filière électronique, et on le voit dans la population d'adhérents. Voilà, donc c'est toujours quelque chose d'important qu'on souligne dans l'équilibre de notre cluster. 2019 a été, à l'occasion de l'intégration de la Cité de l'Objet Connecté, du lancement du PIA, l'occasion de reformuler notre offre. On avait été souvent challengé dans les années précédentes sur la nécessaire clarification du périmètre d'activité, être plus lisible vis-à-vis de nos adhérents et plus largement vis-à-vis de l'écosystème. On s'est attaché à cette tâche. Finalement, on ressort de ça 3 principaux volets d'activité et de prestations au niveau de WeNetwork. Le premier, qui sont des prestations d'expertise technique, des expertises courtes, de quelques semaines à quelques mois, avec des objectifs de résultats sur des TRL, des niveaux de maturité technologique aval. On est vraiment dans du service à l'industrie et les résultats courts et opérationnels. Deuxième volet de notre activité, qui est le volet formation professionnelle. Formation professionnelle, vous allez le voir, qui s'est pas mal structurée au courant de l'année dernière, malgré le contexte de crise et de réforme de la formation. Et puis un troisième volet, qui sont les ressources industrielles, qu'on avait déjà initiées précédemment au niveau de WeNetwork, mais qui sont venues considérablement se renforcer avec l'intégration de la Cité de l'Objet Connecté et tout le plateau technique qu'on a reformaté. Donc ces 3 activités de service, finalement, elles viennent se décliner à la fois dans un champ tech. Pour nous, le champ tech, c'est le champ des produits intelligents, des produits connectés, smart products. Et puis un champ fab également, d'optimisation industrielle, vers plus d'industrie intelligente et connectée, sur lequel on accompagne également nombre d'acteurs, et en particulier les PME. Donc voici le nouveau positionnement de WeNetwork suite à l'intégration en 2019 donc de la Cité de l'Objet Connecté et le lancement du PIA pour la filière électronique. Alors, si on rentre dans le détail de ces différents volets d'activité, tout d'abord, on a eu l'activité d'expertise technique qui s'est réorganisée dans le courant de l'année 2019 avec plus d'acteurs, de nouvelles propositions de valeur suite à ce renforcement de l'équipe. Dans ce contexte-là, 2019, ça a été une stabilité de cette activité d'expertise par rapport à ce qu'on avait connu en 2018. On a accompagné une petite quarantaine d'entreprises, dont une grosse proportion de PME, tout ça autour de 46 expertises, principalement, majoritairement dans le domaine de l'optimisation de production, un peu moins dans le domaine des produits connectés en tant que tel, mais ceci est en train de se rééquilibrer assez fortement cette année. À souligner également notre forte implication dans les programmes d'accompagnement des PME régionaux autour des thématiques de l'industrie du futur, que ce soit au niveau des Pays de la Loire avec la participation à l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est impliqué, sur l'industrie du futur, pardon.
Également au niveau Bretagne, on est expert du programme d'accompagnement des PME BrestFab également, donc on a une couverture à l'échelle du Grand Ouest sur cette thématique. Et puis, en parallèle, on a également poursuivi notre action de terrain, notamment avec les partenariats Captronic, les différentes CCI départementales, pour sensibiliser les chefs d'entreprise justement au sujet de l'IoT au sens large dans les produits ou dans les procédés de production pour améliorer leur performance globale. Donc, ces ateliers ont continué à se poursuivre cette année. On a finalement sensibilisé un peu plus d'une vingtaine de chefs d'entreprise dans le cadre de ces mises en pratique. Donc voilà, message stabilité dans une année de réorganisation complète menée au niveau de la cellule d'expertise par Nicolas Brassot, que vous voyez en photo, qui est le responsable de notre cellule. Sur le sujet de la formation, là également, on a connu une stabilité d'activité en 2019 par rapport à ce qu'on connaissait en 2018. Alors là, ce n'était pas un contexte de réorganisation de WeNetwork, c'était plutôt un contexte de réforme profonde des mécaniques de financement de la formation professionnelle qu'on a affrontée en 2020. Donc finalement, cette stabilité, elle est plutôt à considérer comme une forme de performance, hein, parce que les termes du marché de la formation professionnelle ont considérablement évolué, comme vous le savez, en 2019. On a formé du coup, on a eu 8 formations inter-entreprises, 2 formations intra-entreprises. À souligner également qu'on a formé des étudiants, et que ça c'est quelque chose, je pense, qui va se développer dans les mois et années à venir. On a une spécificité, nous, de toucher vraiment le sujet industriel, production, et finalement, c'est des savoir-faire qui ne sont pas nécessairement enseignés dans toutes les écoles et sur lesquels il y a potentiellement intérêt à venir ponctuellement apporter des connaissances supplémentaires. Donc, on a de plus en plus de groupes d'étudiants qui viennent au Technocampus pour se former sur ces sujets-là. Et on en est ravis parce qu'on pense que c'est important dans les cycles de formation. En 2019, donc, c'était 50 étudiants formés et on espère que ça pourra croître dans les années à venir. Et puis tout ça, c'est structuré autour d'un catalogue de formation du Technocampus électronique qu'on a fait avec différents partenaires. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de l'offre de formation de WeNetwork. On y a associé également Angers Technopole, la CCI qui développe des programmes de formation sur le site du Technocampus, BIFTech, qui est un centre de formation professionnelle au métier de la fabrication électronique, qui est basé à Paris et qui a développé toute une offre de formation sur le site du Technocampus. Et également Captronic, avec qui on coopère pas mal sur les formations qui peuvent être d'ailleurs promues par Captronic à l'échelle nationale. Tout ça, c'est structuré autour d'un catalogue et qui est mené au sein de l'équipe par Anna Loiseau, qui est notre responsable pédagogie et la responsable du centre de formation de WeNetwork. Voilà ce que vous pouvez dire sur le volet formation. S'agissant des ressources industrielles et du plateau technique, pour nous, 2019, ça a été l'occasion de refondre l'offre du plateau et de la réorganiser de façon assez importante par rapport à l'activité précédente de la Cité de l'Objet Connecté. Et on a opté pour réorganiser cette offre du plateau en espace avec des propositions de valeur très différenciées. Un espace de Fab Lab Maker qui est accessible sur abonnement, qui permet de faire de la CAO, du maquettage électronique et mécanique. On n'est pas sur des produits industriels, on est plutôt sur des étapes de preuve de concept qui est accessible à nos adhérents, donc sur abonnement. Un espace test et mesure dans lequel on concentre un certain nombre d'équipements qui sont plutôt de pointe, sur lequel nos adhérents peuvent avoir des besoins ponctuels et auquel cas ils sont accessibles à la demande, demi-journée, à la journée ou à la semaine, s'il y a des sujets qui le nécessitent. En tout cas, ça consiste principalement en des équipements dont quasiment aucun acteur pourrait se permettre de les investir parce qu'il y a possibilité d'amortissement. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une plateforme mutualisée sur cette typologie d'équipement. Notre ligne de production, qui est accessible pour des besoins de prototypes, de pré-série, voire de petits volumes, uniquement pour les adhérents de la filière. On le précise, on n'a pas vocation naturellement au network à faire de la production à la place des industriels. Par contre, on a vocation à proposer un outil pour eux qui peut leur permettre de réaliser dans des conditions quasi industrielles des pré-séries ou des petits volumes. Un espace formation
qu'on a voulu créer au milieu du plateau technique pour permettre à nos adhérents et aux stagiaires de s'immerger dans des environnements de production qui vont être de plus en plus 4.0, industrie du futur, au fur et à mesure que le plateau technique va évoluer. C'est le dernier point. On a fait effectivement un espace dédié à toutes ces nouvelles solutions 4.0 qui vont nous permettre, en lien avec les fournisseurs, de faire des démonstrations sur des nouvelles modalités de production, voilà, en lien avec la transformation digitale et en particulier les besoins de la filière électronique. En 2019, c'est un peu plus de 20 entreprises qui ont utilisé de façon récurrente ces équipements, qui sont maintenant pilotés, le plateau, par Julie Tarragon, qui est notre nouvelle femme manager, responsable du plateau technique, et qui a intégré l'équipe en septembre. Voilà au niveau du plateau. Sur le sujet de la coopération de filière que j'ai évoqué précédemment, donc, on a là maintenant pas mal de projets qui sont en cours depuis 2019 sur les thématiques de l'industrie électronique du futur. L'objectif reste le même depuis la création de WeNetwork, c'est de faire avancer l'état de l'art de cette filière d'assemblage électronique par la coopération des acteurs qui font cette production électronique en France, partant du principe que si chacun développe de son côté, on ira moins loin, on n'anticipera pas autant les ruptures que si on a une démarche collective sur ce sujet-là, l'union fait la force. C'est un sujet de coopération industrielle donc, que nous animons en tant que centre technique, puisqu'il faut un acteur neutre pour organiser cette coopération entre entreprises qui peuvent être concurrentes sur les marchés. C'est quelque chose qui se développe depuis 2016, avec notamment un programme sur la miniaturisation qui regroupe 7 partenaires et qui est un programme, entre guillemets, revolving, puisqu'on va attaquer cette année le 3e projet de ce programme, qui s'appelle Pléiade, dans lequel les industriels coopèrent sur des procédés de miniaturisation avancés via WeNetwork. Ça s'est notablement renforcé en 2019, cette coopération industrielle, au travers du programme PIA3, qui touche plutôt les problématiques d'industrie 4.0, avec 4 projets qui ont été lancés en 2019, regroupant 11 partenaires. Un projet sur la gestion et l'optimisation des stocks de composants, un projet sur l'intégration de cobots à l'intérieur des lignes de production électronique, un projet sur le placement de composants exotiques et de nouveaux automatismes associés à ce placement qui aujourd'hui est fait plutôt par des activités manuelles, et puis des principes d'automatisation, de réassort en bord de ligne, notamment à travers les AGV. Enfin, maintenant on parle d'AIV, de robots intelligents qui permettent de se déplacer dans l'usine pour faire du transport de matière. Et on a 3 programmes managers au sein de l'équipe en 2019 qui pilotent ces projets, 2 autour des projets industrie du futur, Laurent, et d'ailleurs il y a une faute, c'est pas Laurent Aguigny en bas, c'est Jean-François Louineau, et Christian Lemolic que vous connaissez, qui est le programme manager de Pléiade en 2019. Un point finalement sur l'animation de l'écosystème. Très rapide pour vous dire que tous les événements de WeNetwork ont réuni environ 800 participants en 2019 à travers des ateliers thématiques, des séminaires techniques qui ont la plupart du temps été organisés avec les partenaires, notamment les partenaires qui se retrouvent au sein du collectif de l'industrie du futur régional, donc les Captronics, les CCI, les pôles de compétitivité, autres centres techniques également, une convention des membres organisée, différents gros événements dans lesquels on a participé et été co-organisateur, notamment le salon Enova à Nantes, la conférence scientifique ICMASIM à Angers sur la simulation, ainsi que traditionnellement le colloque IoT de l'ESEO qui se tient au mois de novembre. Et puis toujours en toile de fond, l'organisation des groupes de travail, leur animation que nous faisons à la fois pour nos adhérents mais aussi au niveau de la filière nationale. Avec plusieurs groupes qui se sont lancés l'année dernière et pour lesquels nous assurons à la fois une participation active, mais également un pilotage. C'est notamment le cas du groupe de travail sur la supply chain électronique qu'on pilote au niveau de WeNetwork à l'échelle nationale. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de l'activité de WeNetwork en 2019. Et à ce stade, je vais laisser la parole à notre vice-président au sein du bureau, Fabrice Guérin, qui va nous faire le rapport du COST, le Conseil scientifique et technique de WeNetwork, qui est animé à l'échelle de l'équipe par Patrick Pinchot, notre directeur scientifique, que vous voyez incrusté en photo,
qui a été également assez actif en 2019. Traditionnellement, on fait toujours ce point de synthèse à l'occasion de notre AG. Donc Fabrice, si tu m'entends, je te laisse la main à partir de maintenant et je passerai les planches à ta commande. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, un petit rapport d'activité du Conseil scientifique et technique de WeNetwork qui aujourd'hui pilote un certain nombre d'actions pour les académiques et en particulier dans le cadre du projet RFI, donc Recherche Formation Initiale, qui a été porté par la région. Donc, on a travaillé sur un certain nombre d'actions, en particulier la gestion des appels à projets de ressourcement donc, au niveau des différents établissements du territoire. Alors, si tu peux revenir sur le transparent précédent. Excuse-moi. Suivre le développement des plateformes technologiques donc, qui sont aujourd'hui donc autour de 3 thématiques qui sont les objets connectés, les smart sensors et puis smart power. Donc sur l'ensemble du territoire et au sein des différents établissements et laboratoires de recherche. Ce projet RFI est en train de se finir, puisqu'il s'arrête en 2020, et donc nous sommes en train de réfléchir donc, à une suite qui serait la brique donc, académique du Technocampus de l'électronique et l'EOT. Donc, par volonté, on a souhaité à ce que ce COST y ait une représentation à la fois des académiques et des industriels pour bien marquer l'ambition d'avoir donc une recherche et une reformation donc des académiques qui soient en lien avec les problématiques industrielles. Et donc, il y a aussi une représentation d'un certain nombre d'entreprises donc, qui viennent éclairer un petit peu l'ensemble des sujets qui sont abordés par le COST. Si tu peux passer au transparent suivant. Donc, les appels à projets qui ont été menés, vous voyez, c'est 19 projets de ressourcement. Donc, c'est principalement des thèses de doctorat qui sont financées sur l'ensemble des laboratoires du territoire et sur les différentes thématiques que j'ai précisées tout à l'heure et qui viennent alimenter donc, scientifiquement les plateformes donc, qui sont développées. Ensuite, 4 projets d'attractivité, puisque une des ambitions, c'est aussi de pouvoir faire venir sur notre territoire des chercheurs de haut niveau. Et donc, ça a permis, dans le cadre d'un certain nombre de recrutements de chercheurs par les établissements, de pouvoir, en fait, leur permettre d'avoir, en arrivant, donc, une thèse financée pour commencer leur travail de recherche dans les établissements où ils sont arrivés. Ensuite, une autre ambition, c'est la visibilité et l'attractivité internationale. Donc, un certain nombre d'actions qui ont été menées pour de la mobilité entrante et sortante et de recrutement donc, de post-doc et de thésards internationaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, le projet recherche, formation, innovation, donc RFI, donc, qui est aujourd'hui porté par la région, se termine. Et donc, nous sommes en train de travailler sur la suite de ce programme. Et donc, on a souhaité maintenir le directeur scientifique et opérationnel, donc Patrick Pinchot, pour donner le nom, pour nous accompagner sur le dépôt du prochain projet. Transparence suivant. Donc, comme je vous disais, nous avons également continué à développer les plateformes technologiques donc, qui sont aujourd'hui au sein des établissements supérieurs et à destination des entreprises. Donc, il y a eu un certain nombre d'actions, en particulier de présentation de ces plateformes au salon Enova. Ces plateformes qui existent, mais qui doivent être remises à jour régulièrement, a fait l'objet donc d'un certain nombre de dossiers de financement pour compléter ces plateformes ou de remettre à jour un certain nombre de moyens, et en particulier donc à travers une demande de subvention de fonds FEDER à l'Europe via la région. Et puis donc un certain nombre de projets de collaboration donc, entre les établissements du supérieur et l'industrie. Donc vous voyez 255 coopérations engagées avec 211 entreprises. Et pour finir,
Donc, un petit mot sur la suite de ce projet, et donc qui serait la brique donc, académique du Technocampus de l'électronique et de l'IoT, donc avec une vision ou une ambition de faire donc, un pôle de recherche et de formation en électronique au service de la transformation digitale de l'industrie, avec une ambition européenne, avec donc une partie tech donc, qui a déjà été développée dans le programme actuel, et avec également aussi, pour être en lien avec ce qui est fait aujourd'hui par WeNetwork, avec la partie fab, donc qui serait développée en particulier donc, en intégrant la connectivité des procédés, les big data, le diagnostic, l'intelligence artificielle, etc. Et puis d'accroître donc la visibilité de ce pôle de recherche, comme je vous disais, avec une ambition européenne, et donc de pouvoir finalement aller chercher des programmes de recherche, donc soit nationaux, donc à travers les programmes de l'Agence nationale de la recherche, ou européens. Et puis, l'ambition, c'est de pouvoir vous présenter ceci à l'AG ou au CA, je ne sais plus d'ailleurs. Oui, au CA. C'est au CA du mois de juin de 2020. Donc, voilà, le projet est quasiment finalisé et en dernière relecture avant présentation devant les différentes instances. Okay. Merci Fabrice. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est aussi, je parlais d'alignement en introduction, on a un projet au travers du Technocampus qui est maintenant formalisé, structuré et aligné exactement de la même manière entre la composante centre technique et la composante académique. Donc, ce qu'il faut voir en fait, in fine, c'est qu'en rentrant au Technocampus, vous aurez accès à un ensemble de services au travers d'un centre technique, plutôt sur des maturités technologiques finalement assez aval, hein, proches du marché, des actions courtes, mais que cette capacité d'accompagnement sera complétée par l'écosystème académique structuré exactement de la même manière sur les mêmes thématiques. Donc, on a vraiment un continuum finalement de positionnement autour de l'écosystème régional sur ces thématiques. Donc ça, c'est hyper intéressant pour l'avenir. OK. Sur la partie financière, du coup, je vous propose d'enchaîner. Alors, pour présenter les comptes 2019, je vous propose d'abord de regarder cette planche, parce que l'année 2019 étant tellement peu comparable aux précédentes, tellement différente, il me semblait intéressant de mettre un peu de perspective pour justement illustrer cette marche qu'on a suivie. Donc, vous voyez ici la synthèse de l'activité année après année de WeNetwork, de notre association, avec principalement un premier palier post-création de WeNetwork. Je vous rappelle, on a créé WeNetwork en janvier 2014. Finalement, on avait des produits de fonctionnement qui tournaient autour d'1 million d'euros sur l'année. On est passé à une deuxième étape à partir de 2017 où nos produits de fonctionnement ont été multipliés significativement, on est passé à 1,5 million. Et puis 2019, finalement, avec l'intégration de la Cité de l'Objet Connecté, on a un troisième palier. On a notamment eu ce deuxième palier en 2017 et 2018 à travers tout l'investissement qu'on a fait autour du WEF, autour de la feuille de route, autour de la création de la filière derrière de ce projet PIA3. Là, 2019, finalement, ce qui se traduit aussi, c'est l'augmentation du volume de notre centre technique, notamment au travers des charges de personnel. Vous voyez les dotations aux amortissements également qui ont considérablement augmenté du fait de l'intégration de l'actif de la Cité de l'Objet Connecté. Et ceci se traduit naturellement au niveau du résultat d'exploitation. On est sur une année de transition vers un nouveau modèle de WeNetwork pour faire apparaître un résultat d'exploitation un peu négatif, un peu de la même manière que de l'ordre de moins 24 000 euros, un peu de la même manière qu'on avait un résultat d'exploitation négatif au moment où on a créé WeNetwork en 2014, 2015 et 2016, avant de retrouver un scénario d'équilibre. Après, au regard de la marche, il n'est pas si négatif que ça. Il faut garder les proportions. Ce qui est plus intéressant, c'est de constater effectivement qu'il y a quand même à ce résultat opérationnel
d'exploitation, il y a un résultat exceptionnel qui vient impacter négativement le résultat de notre association en 2019, qui est lié à un traitement comptable lié à l'acquisition du fonds de commerce de la Cité de l'Objet Connecté et qui vient impacter à hauteur de 80 000 €, grosso modo, le résultat de WeNetwork. C'est un impact qui est uniquement comptable. Il n'y a pas d'incidence cash au niveau de notre association. On n'aura pas du tout ce même mécanisme l'année prochaine. Vous savez qu'on a acheté la Cité de l'Objet Connecté à travers un crédit vendeur sur 3 ans et c'est en particulier lié au transfert des activités qui étaient en cours au sein de la Cité de l'Objet Connecté et qu'on a repris, nous, au niveau de WeNetwork, notamment en début d'année 2019. Donc c'est une perte importante, mais qui est tout à fait ponctuelle et qui n'a pas d'incidence sur la trésorerie de WeNetwork, comme on l'avait qualifié. Si on regarde un peu plus la composition de ce résultat, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais simplement pour vous rappeler qu'au niveau de l'association, nous avons 3 grands segments analytiques, hein, 2 qui sont liés à des programmes. Le programme RFI qu'on a évoqué tout à l'heure, le programme PIA également qui est dans une durée limitée dans le temps, parce que les projets initiaux devaient s'arrêter à la fin de l'année 2020. Un peu prolongé, mais bref, c'est un financement sur projet. Et puis derrière, on a le gros de l'activité qui est celle du cluster associatif, du pôle d'innovation, sur lequel on est financé sur un plan d'action annuel. Financé, et j'en tiens à le préciser et à remercier tous nos financeurs à cette occasion-là. C'est l'occasion, la GEM est vraiment soulignée. Sans eux, ce ne serait pas possible, notamment la région Pays de la Loire, Angers Loire Métropole, qui est fortement également mobilisée à nos côtés, l'État au travers de notre label de CRT, et puis derrière du financement, vous voyez, ponctuel de la BPI ou du FEDER qui sont liés à nos projets RFI ou PIA. Si on regarde le résultat d'exploitation, qui est ici, là, si vous voyez ma souris, on a effectivement un résultat de cluster qui est de l'ordre de moins 42 000 €, un résultat léger au niveau du RFI, un peu plus important au niveau du PIA. Ce qu'il faut voir au niveau de ce résultat d'exploitation du cluster, c'est qu'il est lié au fait qu'on a eu des charges supplémentaires au niveau du cluster liées à un retard au lancement du PIA. Donc on a structuré grosso modo les programmes managers du PIA sans pour autant que les projets soient lancés. Le financement complet du PIA, on l'a obtenu en fin d'année seulement. Et donc du coup, ce sont des charges additionnelles qui ont été portées par le cluster. Et puis, comme on l'a dit précédemment, dans une année de fusion et de doublement d'activité, on a maintenu notre activité alors qu'on avait prévu de faire plus que ça. Donc, du coup, c'est venu impacter négativement le résultat d'exploitation, mais c'est compréhensible dans le contexte de croissance importante qu'on a eu en 2019. Sur le PIA, à souligner néanmoins que dans ce 11 000 €, on ne tient pas compte de 60 000 € d'avances récupérables qui sont considérées comme du financement et qu'on obtient dans le cadre de notre financement PIA, mais qui ne sont pas considérées comme du résultat, donc qui n'interviennent pas au niveau de cette exploitation. Donc, vous voyez au final le total de moins 24 000 € qu'on espère effectivement équilibrer au plus vite dans le cadre de notre plan de développement. La traduction en termes de bilan pour WeNetwork, là aussi, il est important d'identifier la partie hors PIA. Vous verrez que le PIA a un impact important en termes de bilan. Donc, on a préféré prendre présentation bilancielle sans PIA dans un premier temps. Vous voyez qu'entre 2018 et 2019, finalement, ce qui est marquant, c'est l'augmentation de la taille du bilan de WeNetwork, qui passe de grosso modo 800 000 € à 1 250 000 €. Cette augmentation, elle est liée principalement aux immobilisations de la Cité de l'Objet Connecté, que vous voyez ici, et au regard à une progression notamment des dettes de WeNetwork, l'endettement de WeNetwork, qui est lié à la fois à un emprunt bancaire qu'on a souscrit à l'occasion de ce rachat auprès de nos partenaires, mais également au fameux crédit vendeur que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on achète le fonds de commerce de la Cité de l'Objet Connecté sur 3 années, 2019, 2020 et 2021. Ce qu'on constate aussi au niveau de cette présentation de bilan, c'est une évolution on passe d'une situation en 2018 d'excédent en fonds de roulement, on passe à une situation de besoin en fonds de roulement en 2019. Et ça, c'est lié
principalement à des questions de timing sur le versement des acomptes de nos financements, et en particulier du financement régional, qui pèse de façon importante sur l'équilibre budgétaire de WeNetwork. L'année dernière, nous avions perçu ce second acompte au moment de la clôture des comptes. Ce n'était pas le cas cette année, il est venu a posteriori et donc il explique ce décalage qui se traduit du coup aussi au niveau de la trésorerie de WeNetwork, comme vous pouvez le voir, mais c'est un jeu de temporalité. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de l'analyse du bilan 2019. À nouveau, s'il y a des questions, on ne sera pas à y répondre à la fin de la présentation ou ultérieurement, n'hésitez pas surtout à nous en faire part. Sur le sujet du bilan du PIA, donc là vous voyez que le niveau du bilan uniquement sur le travail du PIA est aux alentours de 2 millions d'euros, qui est même supérieur au bilan de l'association. C'est lié à la taille des projets en fait que nous portons complètement au niveau de WeNetwork. Alors vous voyez également que le niveau de trésorerie il est extrêmement important puisque WeNetwork n'ayant pas les fonds propres pour assurer finalement cette charge de projet, le principe a été d'obtenir un préfinancement des industriels et aussi au travers d'un prêt bancaire que vous voyez les dettes financières ici de WeNetwork qui sont significatives liées à ce prêt et qui nous permettent du coup finalement de réunir les fonds au-delà de 50% des charges de projet et du coup d'engager les projets en lien avec les industriels. Donc là, on a un excédent en fonds de roulement très significatif, mais qui est lié finalement à de l'argent que nous avons perçu en prévision de dépenses à venir dans le courant de l'année 2020. Et donc finalement, quand on consolide l'ensemble de ces analyses, on voit effectivement un bilan de WeNetwork qui a été considérablement déformé par rapport aux années précédentes, avec une augmentation très significative, mais je souligne une part très très importante du PIA dans cette déformation, donc une déformation temporaire. Ok. À ce stade-là, et pour tenir le timing, je vous propose de laisser la parole du coup à Grégoire Gaillard, notre commissaire aux comptes, qui va nous faire lecture du rapport. Grégoire, si vous pouvez prendre la main. Oui. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Donc bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour la prise de parole. Donc comme l'a énoncé Monsieur Rospide sur la situation, donc par rapport aux comptes annuels, une structure bilancielle et d'activité qui a fortement évolué là depuis quelques années. Donc mécaniquement sur notre audit, ça a eu de l'impact. Je dirais 2 points pour être rapide sur notre certification. On a effectivement cet événement postérieur à la clôture lié à la crise sanitaire sur lequel on a eu une réflexion. Nos instances nous ont permis de se baser sur une réflexion de se disant qu'à événement exceptionnel, à opinion exceptionnelle, donc c'est-à-dire qu'on ne tient pas forcément compte de la situation postérieure sur les comptes au 31 décembre 2019. Donc, au titre de notre mission, on certifie que les comptes sont réguliers et sincères au regard du droit comptable français et qu'il n'apparaît pas d'anomalies significatives telles qui vous ont été présentées à l'instant par Monsieur Rospide. Bien évidemment, dans le cadre de notre mission, on sera attentif sur l'année 2020 puisque voilà, à situation exceptionnelle, certaines mesures ont été prises, qui sera à mon avis qui fera l'objet des commentaires à la suite de l'Assemblée générale. Mais voilà, on restera attentif tout au long de l'année 2020 sur cette situation pour WeNetwork. Autre pan de notre mission, on est censé émettre un rapport sur les conventions dites réglementées. Donc je rappelle des conventions qui auraient pu être passées entre des membres du conseil d'administration et l'association. Au titre de l'année 2019, il nous a été communiqué aucune convention nouvelle et au cours de notre mission, nous avons identifié aucune nouvelle convention. Donc ce rapport est bien sûr vierge. Donc voilà je dirais sur notre mission. En ayant la parole, je tiens à remercier le cabinet APL, M. Rospide et puis Anne Leroux pour en tout cas leur collaboration tout au long de notre mission. Et puis la transparence des propos qu'on a pu avoir et des échanges tout au long de cette mission. Ok, merci.
Merci Grégoire. Je vous propose du coup de passer à la partie purement formelle, qui va être un peu différente du coup, comme vous l'a présenté Vincent en introduction, en raison du fait qu'on ne va pas organiser le vote de l'AG là maintenant. On va simplement procéder à la lecture des résolutions qui sont soumises au vote de l'AGO, et on vous communiquera en début de semaine prochaine un sondage auquel on vous demandera de répondre d'ici le 12 juin à 12 h sur vos votes formels, ce qui nous permettra du coup de consolider tout ça en bonne et due forme. Et on se tiendra naturellement à votre disposition à nouveau pour répondre à votre question sur cette période, et même au-delà si vous le souhaitez naturellement. Je vous propose du coup de procéder à cette lecture formellement des résolutions soumises au vote de l'AG, qui sont des résolutions la plupart tout à fait habituelles. Donc la première, c'est l'approbation du rapport moral et d'activité de l'association pour l'année 2019. Donc, c'est la lecture. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport moral et pris connaissance du rapport d'activité pour l'année 2019, approuve ces rapports. La deuxième résolution soumise au vote, qui est l'approbation du rapport financier de l'association pour l'année 2019, qui consiste principalement à constater la perte et l'attribution au report à nouveau. Donc l'Assemblée générale, après avoir après avis favorable du Conseil d'administration, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, et dit compte se soldant par un résultat comptable de moins 106 000 €, 721,98 €. Troisième résolution, approbation des conventions réglementées. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les termes du dit rapport. Quatrième résolution, qui est l'affectation du résultat 2019. L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de moins 106 721,48 € au report à nouveau, dont le montant s'élève désormais à 258 991,51 €. La cinquième résolution, quitus aux administrateurs. L'Assemblée générale donne quitus au Conseil d'administration pour sa gestion de l'association depuis la dernière Assemblée générale du 25 avril 2019. La sixième, qui sont les pouvoirs pour formalité. L'Assemblée générale donne tout pouvoir au Conseil d'administration à son président en vue de l'accomplissement des formalités. Et une dernière résolution sur laquelle je m'arrête un tout petit peu plus, qui est une résolution proposée par le Conseil d'administration tenant compte du caractère exceptionnel de la crise du Covid, sur lequel il a été décidé de surseoir à l'élection du nouveau Conseil d'administration de Blue Network, et de maintenir le Conseil d'administration existant pour une durée d'1 an supplémentaire, sous réserve d'acceptation des différents administrateurs, naturellement. Le principe étant que le CA de Blue Network a jugé qu'il était préférable de stabiliser la gouvernance dans cette période-là plutôt que de la refondre avec un nouveau conseil d'administration, compte tenu de la situation un peu bousculée que nous connaissons liée à la crise du Covid. Les statuts nous permettant au niveau de l'AGO de voter sur toute question d'intérêt général, et là en l'occurrence on est sur une question d'intérêt général, on vous propose du coup la résolution suivante, qui est l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration et conformément à l'article 22 des statuts, approuve la prolongation d'1 an du mandat des administrateurs dans l'intérêt général de l'association compte tenu du contexte Covid-19. Donc voici l'ensemble des résolutions qui vont vous être proposées au vote au travers de ce futur sondage, sachant juste pour information que la quasi-totalité des administrateurs qui ont été sollicités pour cette prolongation de mandat ont accepté cette prolongation. Du coup, il n'y a pas du tout de déstabilisation à attendre de la gouvernance de Blue Network dans les mois et pour l'année qui vient. Voilà. Je vous propose du coup de terminer cette présentation par le plan 2020 et l'impact Covid-19, décidément Covid-19. Sur le plan 2020, juste pour rappel, au niveau de l'AGO, la trajectoire initiale de notre structure, post l'acquisition de la Cité de l'objet connecté et le développement du PIA, c'était de doubler grosso modo l'activité du centre technique en 3 ans, à horizon 2022. Ça se traduisait par rapport à notre plan sur les différents
graphe suivant sur nos pôles d'activité, que ce soit l'expertise, le plateau technique, les formations, les programmes de filière, avec des croissances attendues entre 2019 et 2020, et puis derrière un horizon de progression par rapport à cet objectif 2022. On attendait 40% de croissance sur les expertises, 25% sur le plateau, 45% sur les formations, avec un objectif, vous voyez, à horizon 2022 important, parce qu'on considère et on continue de penser fermement que c'est un sujet de croissance, de développement d'activités important pour le network. Et puis derrière, les programmes de filière liés notamment à la montée en charge des différentes coopérations industrielles qu'on a sur 2020. Et puis une projection un peu plus mesurée, on va dire, de 5% uniquement sur le niveau des adhésions. Ce qu'on peut dire, c'est que à la fin du premier trimestre, le bilan T1, c'est qu'on était sur cette trajectoire. On a connu une croissance de l'activité commerciale sur les expertises de plus de 70% par rapport au premier trimestre 2019. Nos formations en intra-entreprise étaient à plus 80% et à plus 141% en inter-entreprise par rapport à la situation du premier trimestre 2019. Au niveau du plateau technique, les commandes nouvelles par rapport versus les commandes passées de la Cité de l'Objet Connecté étaient x10 par rapport à la situation antérieure au premier trimestre 2019. Et on était en pleine charge sur les différents projets de coopération des industriels. Alors, naturellement, la crise Covid, elle impacte cette vision-là. Donc, je vous propose cette planche-là pour vous la présenter. Il est évident que par rapport à notre position, on a eu l'incidence sur l'ensemble des activités de WeNetwork liées à la crise. Sur les expertises, c'est en particulier les projets FAB qui ont eu un coup d'arrêt lié en particulier à la fermeture des usines. Sur la formation, on a eu la fermeture du Technocampus qui nous a conduit à interrompre notre programme de formation inter-entreprise en 2020 sur le site. On ne sait pas encore dans quelle mesure on va pouvoir le reprendre, on l'espère le plus rapidement possible, en tout cas au second semestre. Sur le plateau, on a eu des perturbations d'approvisionnement et un arrêt de la prospection puisque les clients de ce plateau technique avaient d'autres chats à fouetter pendant la crise, naturellement. Sur les programmes, on a eu des retards qui ont été consécutifs à l'indisponibilité des partenaires, puisque ce sont des programmes coopératifs qui reposent sur l'implication des acteurs dans les usines, qui ont eux-mêmes eu à faire face à la crise. Donc on a un retard et un décalage que j'exprimais tout à l'heure sur le programme de coopération filière, on constate. Néanmoins, cette crise, ça a été aussi de nouvelles initiatives qui ont été mises en avant et qui ont vraiment permis de montrer la dynamique de notre association et de l'équipe derrière. On a été sollicité, notamment dans le cadre de la production des respirateurs, pour solliciter le réseau pour rechercher des composants critiques en lien avec Captronic. C'est une action qui a été reconnue comme très importante à un moment où les productions étaient à l'arrêt. On a mis en œuvre des moyens du Technocampus pour la production de pays également, comme beaucoup. Donc on a œuvré également à ce niveau-là et on continue de le faire. D'ailleurs, parce qu'on pense qu'il y a des sujets sur lesquels on pourrait contribuer pour aider les entreprises dans la reprise progressive d'activité. On a mis en place un observatoire d'activité permettant à nos adhérents de déclarer effectivement leur état d'ouverture, de fermeture partielle, totale pendant la crise, qui a été pas mal suivi par nos adhérents. Et puis derrière, on a mis en place un programme de webinaire pour maintenir l'animation de notre association. Webinaire à la fois pour nous permettant de parler de nos sujets d'expertise, naturellement, au niveau du centre technique, mais également des prochains webinaires en lien avec également des partenaires ou des fournisseurs. Un prochain qui s'organise lundi sur justement des possibilités de créer une nouvelle solution pour la protection périmétrique dans le cadre de la crise Covid, liée à des technologies IoT. Donc tout ça se développe, s'est développé rapidement et on va le maintenir, comme le soulignait Vincent, parce qu'on pense que finalement on doit se nourrir de toutes les bonnes choses qu'on a fait pendant cette crise. Et puis derrière, on a quand même une estimation au niveau de l'activité de WeNetwork par rapport à celle qui était prévue, de -20 à -30% par rapport au plan initial. C'est l'impact qu'on imagine
la crise du Covid. Ça représente grosso modo peu ou prou 1 an de retard sur le plan à 3 ans qu'on avait envisagé au démarrage. Donc, on est en train de réactualiser ce plan, à la fois sur la trajectoire à 3 ans, sur les priorités de l'action, sur la stratégie marketing qu'on doit effectivement développer, tenant compte des effets de cette crise, sachant que, encore une fois, ça ne remet pas en question l'objectif de doublement de l'activité de WeNetwork. Je vais vous expliquer pourquoi, peut-être l'horizon de ce doublement, mais pas l'objectif final. Je vais vous expliquer pourquoi, parce ça c'est la dernière planche de cette présentation, on est absolument convaincu que cette crise renforce le sens de l'action de WeNetwork. Tous les fondamentaux de WeNetwork sont mis en avant aujourd'hui par cette crise. On parle beaucoup de transformation digitale, qui est une tendance de fond que tous les industriels vont devoir prendre en compte pour sortir le plus rapidement possible et de façon pérenne de cette crise. On parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation. Vous savez que c'est un cheval de bataille également de WeNetwork, de travailler la compétitivité des industriels en règle générale, et en particulier dans la filière électronique. On travaille sur ce sujet-là avec les instances du CSF électronique et la DGE. On met plus jamais qu'en avant la question de logique de filière. Dans une situation de ce type-là, c'est en serrant les coudes et en continuant à coopérer et à préparer l'avenir qu'on s'en sortira. Et puis derrière, ça renforce aussi tous les partenariats qu'on avait déjà engagés. La logique de développement des coopérations entre centres techniques et technocampus régionaux sortira renforcée de cette crise. On continue de travailler sur le projet de plateforme d'accélération de l'industrie du futur avec les différents centres techniques régionaux et en coordination avec tout l'écosystème régional. On va travailler également au renforcement des liens avec le réseau national Captronic et le CSF électronique, comme je le précisais, on est très mobilisé sur ces sujets-là aujourd'hui. L'équipe est totalement soudée, plus que jamais mobilisée pour accélérer l'industrie. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je termine par ce propos, on a eu quand même quelques mouvements majeurs au sein de l'équipe pendant la période de confinement. J'aurais aimé en parler différemment et peut-être sous un format matérialisé, ce n'est pas le cas. Certains d'entre vous le savent déjà, mais une personne importante du projet de WeNetwork, historiquement, est partie on fait valoir ses droits à la retraite. Christian Lemolik, qui était l'ancien directeur général de LEA Valais. Donc, Christian était une personne importante de WeNetwork, fondatrice. Et du coup, toutes ces activités, c'est pour ça que j'ai mis un petit panneau d'arrivée, parce qu'il a eu un petit sprint final là, pour transférer toutes ces activités qui sont maintenant totalement assumées par l'équipe en place pour assurer à la fois les animations, la suite du projet Pléiade et toutes les actions qu'il avait engagées au travers des groupes de travail de WeNetwork qui restent actifs. Et puis, dans le même temps, ligne d'arrivée pour certains et ligne de départ pour d'autres, on a accueilli dans l'équipe de façon très rapide également Charles Lafay, qui nous a rejoint en tant que directeur général adjoint en charge du développement. Je précise ce point parce que plus que jamais, WeNetwork est dans une logique de continuation de son développement, parce qu'à nouveau, on est convaincu du sens de notre action et de l'importance critique que cette action a dans les mois et années à venir pour l'industrie au niveau de notre territoire. Donc voilà, mobilisé comme jamais. Et j'ai terminé cette présentation. Je vous remercie de votre attention et on a quelques instants pour prendre des questions éventuelles que vous pourriez avoir. Voilà. Vincent, si tu veux faire un petit mot de conclusion. Okay. Oui, pardon. Merci déjà Sébastien de cette présentation. Merci encore à vous d'être présent. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, on est dans le timing. Je préfère laisser le temps si jamais il y avait quelques questions. N'hésitez pas à les écrire dans le chat à côté. À ce stade-là, on n'a pas vu de questions venir effectivement dans le chat. Donc n'hésitez pas si il y a besoin. Je vois Johan Dig, effectivement, on a eu quelques changements au niveau du conseil d'administration de WeNetwork et notamment de la représentation d'Angers-Loire Métropole. Donc, je propose effectivement qu'on en profite pour présenter l'arrivée de M. Gilloin au sein du conseil d'administration. Monsieur Gilloin, du coup. Charles, si tu peux
Allez. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis là pour une première réunion, n'étant pas pour le moment encore en poste, puisque l'installation du conseil municipal a eu lieu en début de semaine dernière, enfin en début de cette semaine. Donc, il est prévu qu'en juillet, je prenne donc la suite de la responsabilité, en tout cas du suivi de WeNetwork après Jean-Pierre Bernheim. Voilà. Simplement, bon, bien sûr, je ne découvre pas totalement les activités de WeNetwork, mais je dois dire que je suis très favorablement impressionné. Et puis, je remercie d'ailleurs Sébastien pour le petit mot qu'il m'avait passé, auquel je n'avais pas répondu quand Jean-Pierre avait indiqué que ce serait moi qui suivrais. Donc, voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se rencontrer un peu plus tranquillement et puis dans une période un peu meilleure, en tout cas j'espère. Et effectivement, je vois bien que les sujets, enfin en tout cas, sont des sujets qui touchent directement l'économie et donc on aura l'occasion d'échanger autour de tout ça plus librement. Voilà. Merci et avec grand plaisir. Oui, on a une question de Michel Graal d'Hutchinson qui évoque le sujet là aujourd'hui du plan de relance automobile, qui a été annoncé cette semaine et dans le cadre duquel un sujet en particulier touche l'électronique. Il s'agit de l'électronique de puissance liée à l'électrification des véhicules. Je vous lis la question. Donc, quid de l'appel de la PFA pour développer l'électronique de puissance avec la filière électronique en France? Donc, Michel, pour répondre à cette question, effectivement, c'est un sujet prioritaire identifié au niveau du Conseil stratégique de filière. Des actions sont en cours dans lesquelles nous sommes informés. Il y a des opportunités, effectivement, autour de cette rupture technologique pour localiser des productions qui ne sont pas aujourd'hui localisées en France, ou en tout cas partiellement. Ça couvre potentiellement l'activité de notre cluster, parce qu'il y a des enjeux d'assemblage. Mais plus largement, je pense que la question aussi qu'on doit avoir, au-delà des ruptures technologiques, c'est de vraiment réfléchir sur toutes les opportunités que cette crise doit nous ouvrir, sur la manière dont on peut relocaliser les productions qui ont pu partir à l'étranger, parce que les réflexions aujourd'hui au niveau de nos donneurs d'ordre changent. Les réflexions sur le coût d'achat, le TCO, Total Cost of Ownership, changent. Et du coup, c'est une vraie opportunité à saisir pour nous. En tout cas, on est complètement mobilisé au niveau de la filière électronique pour essayer de pousser ces sujets-là et favoriser un maximum le réinvestissement en production, ou en tout cas le maintien de la production existante. Ça nous semble absolument critique dans les mois et années qui viennent. Vincent, là pareil. Michel, sur ce sujet électronique de puissance, il est identifié. Il y a un travail qui est fait entre le CSF électronique et la partie automotive sur qu'est-ce que ça implique en termes de compétences, de développement, d'investissement et du qui fait quoi. Objectivement, c'est en cours d'instruction et on est plutôt au début que sur un statut où les idées sont claires. Donc je note que ça t'intéresse. Si tu veux participer éventuellement à les discussions qu'il y aura autour de ça, n'hésite pas à revenir vers Sébastien pour être spécialement informé. Naturellement. Sébastien, il est midi. Okay. Je pense a priori, c'est pas bon. mal d'autres contrats. Je ne vois pas de nouvelles questions, donc je vous propose effectivement de clôturer ici. Merci à tous. Bon week-end. Profitez bien du beau temps. Attention, je vais dire comme tout le monde, les gestes de sécurité. Et puis, à très bientôt dans, j'espère, de meilleures conditions et de visu. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.